gouvernement. Bah oui, quand même, bien sûr. Évidemment. Bah bien sûr. Parce que c'est pour ça que tout se négocie en secret, etc. Pour que personne Ah bah tout à fait. Mais s'ils voient que les gens bougent malgré toutes les précautions qu'on prenne pour que justement tout se fasse vite et bien, eh ben non, ils ne vont pas pouvoir comme ça. Et en fait, normalement, ça leur est préjudiciable cette opacité, puisque c'est bien la raison pour laquelle l'AMI et l'ACTA a été rejeté. Donc voilà, il faut continuer, parce que sinon, je veux dire, on baisse les bras, on n'a plus de démocratie, on n'a plus de contre-pouvoir, quoi, en fait. Donc non, c'est pas concevable de baisser les bras. C'est trop important pour l'avenir, déjà pour la démocratie. Regardez à Hong Kong, les jeunes se mobilisent depuis des semaines pour ça, ils ont bien raison. Parce que si on abandonne la lutte et le combat, ils ont déjà assez de pouvoir. Quand on ne l'exerce pas, on parle tout à fait. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, monsieur Fédération paysanne, ça va. Moi, j'ai une question technique. Oui. Dans le cadre du TACTA, que devient la PAC politique agricole commune? La PAC, elle devra poser la question à José Bové, quand même, parce que est quand même plus spécialiste que moi, mais elle devient que les OGM arriveront sur le marché, le poulet fleuré, le bœuf aux hormones, etc., par l'absence maintenant de contingents tarifaires. Voilà, c'est tout. Donc, que devient la politique agricole commune? La politique agricole commune, dans le bouquin qu'il a écrit, José, donc, il a dit qu'il voulait que les subventions soient mieux réparties pour permettre que les petites exploitations soient dotées au lieu des gros céréaliers. Ça n'a pas été le cas, et donc on reste dans cette dans cette hyper-exploitation, on favorise cette hyper-exploitation des agriculteurs. Encore une dernière question, on va continuer. Ensuite, l'intérêt de cette conférence aussi de nous rapprocher et de pouvoir construire quelque chose pour combattre le TAFTA ensemble. Juste une question dans les moyens d'action. Est-ce que dans les traités, il n'y a pas une possibilité qu'un certain nombre, je ne sais pas, 1 million ou plus de citoyens demandent l'organisation d'un référendum, à condition que ce soit dans plusieurs pays? Mais Michel Sapin a dit non, pas de référendum. Ça n'existe pas, ça? Si, bien sûr, on peut. Oui, dans les traités, on peut, normalement, le gouvernement pourrait faire tenir un référendum pour ça. Ça me paraît. Non, je ne parle pas d'un référendum proposé par un gouvernement, mais est-ce qu'il n'a pas été voté un texte qui dit que si X citoyens de 5 ou 6 pays. Ah, c'est ça, oui. Voilà. Et on ne peut pas se servir de ça? Législative. Donc, non, ça, c'est pas recevable, je veux dire, dans ce cas-là. Il faut, par exemple, je ne sais pas, moi, je peux citer un exemple absurde, demander que les citoyens européens s'habillent en bleu et jaune le jour de leur fête nationale, des choses comme ça, mais pas pour lutter contre un pour les choses sérieuses, non. qui a été donné. Donc, le seul moyen qu'on ait, c'est la rue, c'est l'action en direction des parlements, du Parlement européen, des parlements nationaux s'ils sont sollicités. Mais il faut savoir que ça se fera nécessairement par la procédure accélérée, c'est-à-dire sans amendement, vraisemblablement. Donc, comme c'est le cas aux États-Unis, mais là, le Congrès s'y oppose aussi et essaye de contrer l'administration Obama pour que la discussion se fasse, se crée et éventuellement qu'il y ait des amendements apportés à cet accord. Mais bon, ce n'est pas le cas pour la loi sur la transition énergétique. Donc pour ça, ce sera pareil, vite débattu. On va voir ce que... Oui, allez-y. Merci. Moi, je venais juste à répondre à Canada au premier rang, qui demandait comment on pouvait agir. La question qui se pose, je crois l'unique qui se pose, en tout cas pour moi, c'est quelle est l'échelle, quel est l'échelon, quel est le territoire dans lequel
l'expression démocratique, l'expression du peuple peut être entendue et mise en application. Sinon, si on n'est pas sur cette question-là, on est justement, je reviens avec ça, dans le modèle de la gouvernance. Parce que le modèle de la gouvernance, c'est clair, pour Rockefeller, c'est les firmes multinationales qui font leur loi. Maintenant, attention, dans l'emballage de la gouvernance, joli emballage, on va dire que la gouvernance, mais c'est tout le monde. Oui. Et là, on est dans le marché, on est dans le lobbying. Parce que la gouvernance, elle est présentée en disant, il y a des négociations qui vont être secrètes, mais il y a aussi des ONG qui peuvent s'exprimer, et puis il y a aussi des organisations comme la Trilatérale, et puis il y a aussi des films, c'est vrai. Et les citoyens, ils n'ont qu'à manifester, ils n'ont qu'à faire des pétitions. Et comme ça, il y a un équilibre qui se créera. Ça, c'est du pipeau. Mais c'est bel et bien le remplacement des gouvernements et des peuples souverains par le système de la gouvernance. Par un contre-pouvoir qu'on essaie d'exercer, c'est ce qui est vrai à travers d'autres. Je n'ai pas cité les ONG, il y a Corporate World Organization, il y a ATTAC, il y a différentes organisations qui s'opposent au TAFTA et qui d'ailleurs sont les organisateurs principalement de cette journée, à l'échelon européen. Monsieur, je crois, alors. En fait, ça sur les termes des entreprises. Oui, tout à fait, bien sûr. Qui sont repris par les États, d'ailleurs, un certain nombre de politiques publiques qui sont reprises du management d'entreprise, etc. Et là, dans ce débat, j'ai l'impression qu'on a un vent un peu la route, parce qu'en fait, l'Union européenne, la construction de l'Union européenne est principalement influencée selon par les grands groupes privés des multinationales. On sait, depuis sa création, la liberté de circulation des capitaux, des marchandises, ça, c'est pas des idées qui viennent de la base populaire, quelle que soit la définition qu'on en donne. C'est plutôt une doctrine néolibérale, on va dire. Et les grandes entreprises qui sont, en fait, à l'origine de la forme de l'Union européenne telle qu'on l'a maintenant. Tout à fait, bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Donc déjà, la première erreur, c'est de miser sur les institutions pour croire qu'une solution va arriver. Donc ça déjà, à mon avis, c'est la plus grosse erreur que nous pouvons faire. Oui, mais quels moyens, je veux dire, on peut exercer, à part la rue, quoi. Alors, on peut efficacer des tactiques, chacun dans son coin, avec ses moyens, chaque courant politique, alors des gens qui interviennent au Parlement, d'autres qui n'interviennent pas au Parlement, etc. C'est ça qui est intéressant dans le collectif Stop Pacha en général, c'est qu'il y a plusieurs courants politiques et plusieurs tactiques. Mais en général, pour moi, c'est pour ça que la composition actuelle du Parlement européen est un petit peu. De plus, le rapport de force dans le Parlement ne permet pas de toute façon d'obtenir une solution. Exactement, c'est vrai. Il ne faut pas décourager tout le monde non plus. Beaucoup de partis ont fait campagne aux dernières élections européennes en disant votez pour nous, ce sera la solution, puisqu'on va changer le rapport de force au Parlement européen. C'était oublié un petit peu que beaucoup de ces partis, après, dans leurs parlements nationaux, et dans les États nationaux, parce que c'est pareil, il y a une dichotomie qui est faite habituelle, qui est la logique entre Europe et l'État national. Il n'y a pas d'idée, puisque les politiques libérales, on les voit en ce moment, elles sont appliquées par le gouvernement dans tout un tas de mesures. D'ailleurs, on pourrait revenir aussi sur le droit du travail, qui vise en danger fortement par le traité, par les accords de libre-échange en général. On l'a vu avec les dernières mesures. Oui, puis la ligne, etc. Le gouvernement, depuis qu'il est au pouvoir, s'attaque principalement au droit du travail et aux conditions de travail. Ils ont instauré le SMIC quand même. Qui a derrière ces traités. Donc la seule solution, c'est ce qu'on a déjà fait en fait pour la ligne, c'est la pression populaire, la pression de l'armée. Donc il faut que les élus aient peur de perdre leur emploi d'élus, justement, puisqu'ils sentent qu'ils ne sont pas renouvelés par rapport à une pression populaire sur ces questions-là. Ces questions-là deviennent centrales, donc changer, passer de l'opacité à la transparence, à la mise en avant permanente de ces sujets-là, et à des mobilisations permanentes, quel que soit d'ailleurs les modes d'action qui sont choisis. C'est-à-dire qu'en fait, le 11 octobre, à mon avis, doit être le début d'une mobilisation qui doit prendre de l'ampleur. On l'a vu, après, on dit, alors chaque gouvernement n'a pas forcément juridiquement le pouvoir d'arrêter. Et si un gouvernement dans l'Union européenne dit stop, nous ne voulons plus participer aux négociations du traité de libre-échange, ça a un poids important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les discussions en Allemagne sont très importantes par rapport à l'arbitrage. L'opposition, elle est beaucoup plus flagrante et beaucoup plus forte en Allemagne que en France. Les lois privées et pour les gouvernements ont les moyens de dire non. D'ailleurs, quand l'Union européenne peut le faire. Voilà.
Et c'est à nous de mettre la pression pour qu'ils le fassent, chacun dans les États, en plus du niveau supranational sur lequel on essaie d'agir par rapport à des journées nationales, journées internationales, comme aujourd'hui, qui ont lieu avec des centaines de mobilisations. Il faut jouer sur tous les échelons et essayer de gagner sur tous les leviers. D'ailleurs, quand on voit les résultats à la consultation publique sur le règlement des différends, on voit bien que la France n'est pas encore fortement mobilisée, puisqu'on a répondu qu'à hauteur de 6,5%, alors que l'Allemagne et plus encore le Royaume-Uni s'est mobilisé. Pour que la France se mobilise, il faut qu'elle soit au courant. Les gens ne sont pas au courant, ils ne s'intéressent pas. C'est ça, et effectivement, c'est bien le but de cacher de cette absence de transparence. C'est pour que le plus grand nombre ne soit pas informé, ne puisse pas se mobiliser. Les Allemands sont beaucoup plus intéressés. Voilà, et il paraît que dans les médias, je veux dire, c'est tous les jours qu'ils parlent de CAFTA, les médias français sont. Oui, enfin. Non, en Allemagne, je veux dire, en Allemagne, j'ai quelqu'un qui m'a dit ça à Gap, et que dans les médias, ils en parlaient tous les jours en Allemagne, ce qui n'est pas le cas en France, ça a été le cas pour les élections européennes, mais après c'est tout, donc il faut les solliciter pour qu'ils continuent, qu'ils en parlent, et pas seulement. On peut déjà contacter au FR3 Alsace, qui n'a pas mentionné hier, qui a mentionné le défilé folklorique de la Alsace, et la manifestation de femmes pour. Ah oui, la course. Bien pour le cancer du sein. Il y a un cours avec tout est fallu, et puis une pétition ici pour ça signer et envoyer ça à FR3 Alsace. Commencer par là. Les relais médiatiques, les médias nous montrent, on le sait, mais là, maintenant, ça prend des proportions absolument incroyables. C'est-à-dire que la feuille de chou est ouverte de leur service public et ils ne vont pas. La feuille de chou est ouverte, On m'en parle. Voilà. Il faut lire la feuille de chou. Il faut lire la feuille de chou, et puis écrire. Le débat il a été filmé, il sera sur la feuille de chou. Ah ouais, c'est génial. Arrêtez de regarder FR3. Non, il y a plus de Martine? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ils sont souverains. Voilà, tout à fait. Et en plus, restreints par le fait qu'ils ont l'obligation d'acheter 23% des produits manufacturés sur l'issue du territoire américain. Donc le marché est plus fermé. Ils ne vont pas le faire tomber sur l'américain caractère. Nous, dans ce cadre-là,